Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à RTI 1. Heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous dominical de référence, le Club de la Presse. La scène politique ivoirienne connaît depuis plusieurs jours de fortes mobilisations. À moins de 2 ans des échéances majeures à venir, les partis politiques se restructurent, affûtent leur stratégie et tentent de consolider leurs appareils. Cette semaine, l'actualité a été dominée par 2 événements majeurs. D'abord, le premier congrès ordinaire du PPACI tenu les 14 et 15 mai 2026 à Abidjan. Un congrès marqué par la reconduction du président Laurent Gbagbo à la tête du parti, mais également par une série de sanctions disciplinaires contre plusieurs cadres influents, dont Awa Domelo, Stéphane Kipré ou encore Georges Armand Ouignan. Ensuite, au sein du RHDP, le directoire a procédé à une importante réorganisation interne avec la création de nouveaux organes stratégiques et plusieurs nominations visant à renforcer la machine politique du parti présidentiel dans un contexte de recomposition du paysage électoral ivoirien. Alors, faut-il voir dans les sanctions du PPACI une volonté de discipline ou une purge politique? Le RHDP est-il déjà en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales? Quel impact ces mutations auront-elles sur le climat politique national? Pour en débattre, ce soir, nos invités sont Victor Junior Djokwe, journaliste et spécialiste des questions économiques. Bonsoir. Merci beaucoup, jeune frère. Bienvenue sur ce plateau. Je suis heureux d'être là. Alors, Jérôme Dri est juste en face de vous. Il est journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Bonsoir, Jérôme Dri. Bonsoir, Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ensuite, Yacouba Sangaré, qui est rédacteur en chef adjoint pour le compte du tabloïd Le Patriote. Bonsoir Yacouba Sangaré. Bonsoir Ahmed. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau également. Le plaisir est partagé. Et enfin, Lansine Bakayoko, qui lui est journaliste à la rédaction de RTI 1, chef du service économie de la dite rédaction. Bonsoir Lansine Bakayoko. Bonsoir Ahmed Louis. Merci d'être parmi nous. Le plaisir est partagé. Merci à tous de prêter votre voix à cette émission pour débattre de sujets d'actualité. Place maintenant au générique du Club de la Presse. Vous suivez le Club de la Presse dans lequel il sera question de 2 sujets dont le premier est le PPACI qui vient de tenir son premier congrès ordinaire au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Au terme des travaux, Laurent Gbagbo a été reconduit à la tête du parti malgré les précédentes déclarations laissant entendre un possible retrait de la direction politique. Mais ce congrès aura surtout été marqué par des sanctions contre plusieurs cadres accusés d'avoir défié la ligne du parti lors des élections de 2025. Alors le PPACI sort-il renforcé ou fragilisé de ce congrès? On en discute juste après cet élément que nous propose Davy Soyo. Sans surprise, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est réélu à la tête du PPACI par acclamation. Ce plébiscite a eu lieu à l'ouverture du premier congrès ordinaire du PPACI, organisé les 14 et 15 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville. La reconduction de l'ancien chef d'État par les congressistes s'inscrit ainsi dans la continuité. Elle a également suscité de vives émotions parmi les 3000 congressistes venus témoigner leur attachement au PPACI et à son président. Mais au-delà de cette réélection, ce sont surtout les sanctions infligées à plusieurs cadres du parti qui retiennent l'attention. L'ex-vice-président Awa Domelo, le député maire de Mbato Antoine Kanga et Haïlé Fernand sont définitivement radiés du PPACI. Sur 1393 votants, 1376 ont approuvé la radiation des 3 militants visés contre seulement 5 opposés et 12 abstentions. Le député de Bogué Zaïbo, Stéphane Kipré, le maire de Lakota, Prince Arthur Dali et le professeur Armand Ouignan écopent d'une suspension de 18 mois pour insubordination. 59 autres sont suspendus pour une période allant de 3 à 18 mois. La stratégie de fermeté renforcera-t-elle durablement le parti ou risque-t-elle de révéler des fractures plus profondes à l'intérieur du PPACI? Retour sur le plateau du Club de la Presse, mais si on l'a bien entendu, dans les dires de Davy Soyo, il y a eu des grands moments pendant cet événement, la réélection du président Laurent Gbagbo et puis la sanction infligée à certains cadres du parti. D'abord sur la réélection du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous en pensez quand, même dans le parti, on parle de renouvellement ou de relève générationnelle? Jérôme Dri. Écoutez, je pense que parler de renouvellement générationnel,
c'est un peu trop dur, bien c'est précoce quand on voit ce qui s'est passé au Congrès. Le constat que nous faisons aujourd'hui avec les partis politiques, sans pouvoir les critiquer, nous pouvons indiquer qu'il y a une certaine gérontocratie qui se gère au sein de ces différents partis. Mais il faudrait souligner que les partis politiques, c'est des organisations privées qui sont régies par des tests internes, c'est-à-dire le règlement intérieur et les statuts. Et généralement, les présidents de ces partis, quand on essaie d'élargir un peu l'éventail pour voir les différents partis politiques, même en Afrique, il est difficile pour un président de parti politique en fonction de nommer son successeur. Et ce que le PPACI a décidé de reconduire Gbagbo, moi je pense que c'est de bonne guerre, même si Gbagbo le 23 octobre dernier, lors d'un entretien, 23 octobre 2025, lors d'un entretien, a indiqué qu'il s'est retiré de la politique, de l'activité politique, mais le parti a renouvelé sa confiance au président Laurent Gbagbo, qui lui-même, le lendemain, a indiqué au cours de la fête de la Renaissance qu'il allait déléguer son pouvoir à quelqu'un, mais il a bien précisé que déléguer son pouvoir ne voudrait pas dire que nommer un successeur. Parce qu'il faut, vous êtes sans ignorer que les partis politiques en Afrique sont calqués un peu sur le mode de fonctionnement dans nos différentes traditions. Un chef qui est en fonction, est difficile de nommer un successeur. Et je pense que c'est dans cette même lignée-là que le PPACI fonctionne. Et ce que le PPACI fait, ce n'est pas différent des autres partis politiques en Côte d'Ivoire et même en Afrique. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Sangaré Yacouba, on a 75% environ de jeunes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'une telle décision, finalement, est juste pour la gouvernance d'un tel parti? Bon, je pense qu'a priori, quand on regarde, on peut dire que ce n'est pas un bon signal qu'on renvoie aux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on donne le sentiment que la transition ne se prépare pas maintenant, étant donné que les partis restent viscéralement attachés à leur idée historique. Mais pour le cas du PPAC, je pense qu'il faut plutôt dire que ce choix, c'est plutôt un choix de survie. Parce que le parti se retrouve dans une situation où il y a des profondes dissensions internes. On va revenir sur les sanctions. Donc, il n'y a pas cette cohésion forte. Donc, le parti traverse une période difficile du fait que il a choisi une mauvaise stratégie l'année dernière par rapport à l'élection présidentielle. Le fait aussi qu'il ait choisi de ne pas aller aux élections législatives. Tout ça a laissé des traces. Donc, on sait qu'il y a une bataille des clans autour du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il est celui qui maintient à flot le PPACI parce qu'il reste encore la figure tutélaire, celui qui a l'aura la plus importante que tous les autres cadres du parti. Donc, je pense que son choix de rester là, c'est pour maintenir ce parti-là, en flot. C'est pas pour moi, c'est pas pour redynamiser, c'est une question de survie. Parce que s'il part là, il est clair que le parti explose totalement. Donc, il reste là, mais quand on a vu son discours après, on sent que lui, dans ses dispositions, il n'a plus vraiment la force de vouloir continuer. Il a même dit qu'il va déléguer, même s'il a nuancé ses propos en disant qu'il ne nomme pas un successeur. Mais je pense qu'il était dans les dispositions du parti. Il a quasiment été forcé à rester là pour maintenir l'équilibre parce que s'il n'est pas là, vraiment la maison va, comme je l'ai dit, va exploser. Donc pour moi, c'est un maintien juste pour la survie du parti, le temps de gérer cette situation-là pour voir comment va se faire la transition. Mais le PPACI aujourd'hui est vraiment un carrefour important, on va l'évoquer après. Donc pour moi, c'est un choix plutôt de survie qu'autre chose. Voilà. Victor Junior Djokoyi, oui. Laurent Gbagbo encore à la tête du PPACI, c'est un signe de stabilité ou on parle simplement d'un parti qui peine à organiser la succession à la tête de celui-ci? Non, si vous avez cette lecture-là... Non, ce n'est qu'une question, pas une lecture. Si vous avez cette lecture, parce que la question vient de la lecture qu'on a. Si vous avez cette lecture, ça suppose que vous ne connaissez pas très bien le président Laurent Gbagbo. Il faut le connaître. Quand on le connaît, on ne pense plus comme mon jeune frère Sangaré pense. Le président Laurent Gbagbo a un charisme qui fait que, aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer par le congrès avant d'arriver à ça, mais le congrès que nous avons organisé était congrès, et que le PPAC a organisé était congrès ordinaire. Un congrès normal qui rentre dans le parcours normal d'un parti politique. Un parti politique. Voilà. Déjà, partons de ce principe-là. Quand on a organisé ce congrès, évidemment, le congrès résout des problèmes. Pourquoi? Simplement parce que c'est l'organe suprême d'un parti politique. Donc, il y avait des partis, il y avait des problèmes qui existaient,
comme les sanctions dont on parle tout à l'heure, les radiations dont on va parler tout à l'heure. Donc, le Congrès a permis de régler tous ces problèmes, mais c'est un Congrès ordinaire qui répond à la logique de la vie d'un parti politique. Première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas que nous sortons de l'élection présidentielle, nous sortons de l'élection législative, etc., avec les emprisonnements de tous les militants de ce parti, d'après de 1000, etc. Il fallait naturellement réfléchir sur comment faire pour que ces Ivoiriens-là puissent se retrouver dehors. Maintenant, dans ce même contexte, des amis parlent de renouvellement de la direction du parti qui devait donc amener le président Laurent Gbagbo à quitter son poste pour céder la place à un plus jeune. Et si maintenant je reviens à votre question, non. Ce n'est pas comme ça qu'on part, ce n'est pas comme ça qu'on quitte la tête d'un parti politique puissant, fort, mais qui est résilient et qui a traversé la crise dont je viens de parler. Quand on veut quitter la tête d'un parti politique comme celui-là, on fait attention. D'abord, au timing, le moment. Est-ce que c'est maintenant que le président Laurent Gbagbo doit quitter la tête du PPACI? Il avait dit effectivement qu'il partait, mais est-ce que les conditions internes et externes sont-elles réunies pour que maintenant il puisse quitter la tête du PPACI? Pour ma part, non. Donc, il est là pour gérer un certain nombre de situations, mais je pense que beaucoup plus tard, il est prêt à partir. Parce qu'il a dit, partir, c'est partir. Parce que s'il délègue une grande partie de ses pouvoirs, ça veut dire que petit à petit, il est en train de s'effacer. Mais un homme comme lui ne meurt jamais. Bien compris. Voilà. Merci Bakayoko, vous partagez l'avis de Victor Junior Djokoui? Non, je ne partage pas son avis. Bon, c'est une évidence, c'est que tu ne peux pas partager mon avis. Parce qu'en réalité, ce n'était pas un congrès, c'était un procès. Un procès qui avait deux évolutions. Une séance d'idolâtrie qui consistait à aller plébisciter le président Laurent Gbagbo. Et puis, il y avait une séance de persécution qui consistait à sanctionner et à guillotiner ceux qui ne veulent pas chanter la même chanson que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo veut chanter du thématé, aller devant, aller derrière, sans lisibilité. Awa Domelo veut faire du zilbiti. Laurent Gbagbo veut que tout le monde chante la même chanson que lui. Et donc, tous ceux qui ont refusé ou bien qui n'ont pas l'expertise de ces danses ont été épurés. Donc, c'est une séance d'épuration. Il ne s'agissait pas en réalité d'un congrès. Maintenant, il a dit qu'il va déléguer des fonctions. En réalité, non. Il décide de rester, mais il veut nommer un coursier qui sera chargé d'expédier les courriers, qui fera le marché, comme il l'a dit, qui ira envoyer la chaussure chez le cordonnier, tout ça. Bon, c'est ça qu'il lui est nommé. Et donc ça, je ne pense pas que ça ce soit un pouvoir réel qui soit délégué. Mais ce que je retiens de cette affaire, c'est que c'est tout le petit capital crédit qui restait à Laurent Gbagbo, c'est-à-dire sa vie politique de près de 60 ans qui s'effondre aujourd'hui comme un château de cartes. Parce qu'il avait bâti sa réputation sur quelqu'un qui voulait de la démocratie, qui voulait la pluralité dans le discours, qui voulait que l'espace public soit libéré. Or, aujourd'hui, vous voyez bien que l'espace public est plus que jamais piégé. Puisqu'on ne veut pas entendre, on voit clairement qu'il y a une posture dictatoriale qui fait qu'on ne veut que personne d'autre ne parle que Laurent Gbagbo lui-même. Et c'est clair et net, c'est ce que moi je constate. Et donc, je pense que le plus gros perdant dans cette affaire, c'est effectivement Laurent Gbagbo. Parce que vous ne pouvez pas avoir bâti votre crédibilité sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire, la démocratie est aujourd'hui venue être le plus gros fossoyeur de cette démocratie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo sort par la petite porte. Il sort par la petite porte. Parce que vous ne pouvez pas venir faire une purge en ce moment-là. Qu'est-ce que Awa Domelo a pu faire? Ne pas chanter la même chanson que Laurent Gbagbo, où est la faute? Mais vous voyez que d'autres personnes ont été maintenues qui ont fait exactement la même chose que Awa Domelo. Stéphane Kipré a fait la même chose, mais lui écope d'une sanction. Mais je vous le dis, Stéphane Kipré a produit une déclaration pour dire qu'il continuera à être la conscience
une sorte de conscience, en tout cas faire partie de la conscience morale du PPACI et que personne ne pourra lui ôter sa volonté ou bien sa capacité de parole. Personne au PPACI. C'est bien compris. Il prend acte, mais lui continuera de se prononcer sur la vie du parti. Ça veut dire qu'il a jeté cette décision de Laurent Gbagbo à la poubelle. C'est bien compris. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le PPACI sort complètement affaibli. Et il ne reste plus qu'aux militants, le sauve qui peut, qui pourront aujourd'hui permettre à ce que ces personnes-là puissent aller se régénérer, soit dans d'autres partis, ou bien créer leur propre parti. Mais le PPACI en tant que tel aujourd'hui, c'est exactement l'enveloppe vide que Laurent Gbagbo décrivait en 2021-2022. Jérôme Dry, sur les sanctions qui ont été faites à l'endroit de certains cadres du parti, comme l'évoquait tout à l'heure Lanciné Bakayoko, est-ce que vous pensez que c'est matière à affaiblir le PPACI? Non, ce n'est pas matière à affaiblir le PPACI. Cela dénote du fonctionnement normal d'un parti politique, d'une organisation privée. Il y a des règles, il y a des statuts et des règles. Si ceux qui vont à l'encontre de ces statuts et de ces règles-là, ils subissent la rigueur de la discipline au sein de ces partis-là. Je suis surpris un peu. Un parti aussi jeune que le PPACI, même Laurent Gbagbo, c'est... Oui, un parti aussi jeune que le PPACI. Est-ce que un parti aussi jeune que le PPACI, ce parti-là a des règles, a des statuts et des règles. Et quand on est dans une organisation privée, je l'ai dit une fois sur ce plateau, quand nous sommes dans une organisation privée, nous sommes censés connaître les règles, nous sommes censés connaître la discipline de ce parti. Quand nous partons contre la discipline de ce parti, il faut s'attendre à subir la discipline aussi des règles de ce parti. Je suis surpris quand on condamne un peu les décisions prises par la direction du PPACI, quand Bakayoko dit que c'est la guillotine, pourquoi Awa Dombelo, bon, c'est la direction du parti, c'est la direction du parti qui analyse de la qualité de ce qui s'est passé ou qui juge de l'opportunité de la décision qui doit être prise. On peut se poser la même question. Les 117 militants qui ont été suspendus au RADP, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ce qu'on leur repose, c'est qu'ils se sont présentés juste à une élection législative. Mais la direction du RADP a jugé que leur action était contre la discipline du parti, contre la cohésion du parti. Ils ont été sanctionnés. De même, la direction du PPACI estime que Awa Dombelo est récidiviste au sein de ce parti. Pourquoi ils n'ont pas radié 1000 personnes, mais 2000 personnes de ce parti? Le PPACI qui a été en 2022, à quel moment il a été récidiviste? À quel moment a-t-il été récidiviste? C'est 3 personnes qui ont radié. À quel moment a-t-il été récidiviste? Je suis surpris le PPACI est né en 2022. Bakayoko qui est prêt à applaudir la décision du RADP quand on sanctionne 117 personnes, c'est-à-dire qu'il condamne 3 personnes qui ont été sanctionnées au sein du RADP. Maintenant, on tombe des nues. Un parti politique, c'est une organisation privée qui a des règles. Si des personnes qui, au sein de ces partis politiques, vont contre les règles de fonctionnement de ce parti, le parti a même de juger et de l'opportunité de les mettre à l'écart ou de les suspendre. Je pense que la décision prise par le PPACI, nous sommes mal fondés pour pouvoir juger de cette décision. Les règles ont été appliquées, selon eux, selon la direction du parti, les règles ont été appliquées, ils ont subi la loi. Je pense que c'est à eux maintenant, peut-être de faire profil bas, pourquoi pas, de venir demander clémence pour qu'ils soient réintégrés. Mais a priori, on ne peut pas condamner la direction du PPACI d'avoir pris une décision de radier 3 personnes, alors que ce parti-là contient près d'1 million de militants. On ne peut pas radier 1 million, parce qu'il y a certains qui respectent les règles et d'autres qui ne respectent pas. Ceux qui ne respectent pas les règles se mettent en marge de ce parti. La direction de ce parti a le droit de les sanctionner. C'est bien compris. Il faut éviter d'encourager les indisciplines au sein des partis politiques. Oui, mais je voulais dire... Oui, je ne partage pas du tout l'analyse de Jérôme. On est bien fondé à porter un regard en tant qu'analyste politique sur ces décisions qui ont été prises. À porter un regard, mais à ne pas condamner la direction du parti. Laisse-moi finir. Dans un parti, tu l'as dit, il y a ce qu'on appelle une gradation, une échelle des sanctions. Il y a les blâmes, les avertissements, les suspensions, mais la radiation... Il a été déjà suspendu. 2 minutes, j'arrive. La radiation, c'est la décision ultime, extrême. Et là, c'est 3 décisions extrêmes pour un jeune parti qui est né en 2021, qui n'a pas encore réussi à s'implanter véritablement au sein de l'échiquier politique. Donc ça, c'est une décision vraiment qui n'est pas bonne. La rigueur dans ce parti-là. C'est une décision qui intrigue, qui interroge. Non, au-delà de la rigueur, il ne faut pas se voiler la face.
ces sanctions-là, extrêmes à l'endroit de Wadon Melo, a mis en lumière vraiment une crise profonde qui existe depuis déjà quelques mois ou bien peut-être 1 ou 2 ans en interne. Non, si, ça c'est mon analyse. Je pense qu'il y a une fracture profonde en interne. Au sein du PPACI, il y a des gens qui ne voulaient plus voir Wadon Melo. Et ils ont trouvé le prétexte tout trouvé, justement pour le liquider politiquement, et ça c'est clair et net. Il n'a pas respecté la décision du parti, il a fait un cas d'indiscipline au même titre que d'autres. Mais pourquoi on choisit lui et 2 ou 3 personnes pour les radier et les autres, ils sont suspendus. Donc il y a une volonté manifeste de l'écarter complètement. Pourquoi ? Parce qu'il nourrit une vision qui contraste avec l'idolâtrie autour du président Laurent Gbagbo. Il reconnaît que c'est un jeune parti qui est arrivé, qui a perdu, qui essaie de se reconstruire avec des gens qui ont juré le pouvoir, qui est passif. Donc le PPACI ne peut pas revenir se comporter aujourd'hui avec les idées que Laurent Gbagbo a incarné quand il était président de la République, il était dans l'opposition. Non. Donc, Wadon Melo, on l'a vu dans ses discours. Il prenait, par exemple, un rapprochement avec d'autres figures de la gauche, par exemple, le MGC, Blé Goudé. On sait aujourd'hui que l'aile due autour du président Laurent Gbagbo ne veut pas entendre parler de ça. Donc, il y a une fracture, je pense, à ce niveau idéologique. Donc, il y a une volonté manifeste de l'écarter. Ensuite, politiquement, certains voient autour, quoi qu'on dise, il a quand même une aura. Et puis aussi, il a un background aussi politique aussi assez fort. Il a quel aura? 1,4. Laisse-moi finir. Non, attends, il a quel aura? Au sein de la famille du PPACI, il reste quand même... Sinon, 1,4. Au sein du PPACI, il reste l'un des cadres... Vous n'allez pas nier son influence internationale. Vous n'allez pas signer son background, son influence internationale. Donc il faut reconnaître que... On te rappelle, il fait 1%. Il n'en a pas. Je dis bien au sein du PPACI. Bien, donc, reconnaissez qu'il y a une volonté manifeste de régler des comptes à travers ça. Et ça, moi, je pense que c'est une très mauvaise décision, l'extrême pour le PPACI, pour un parti qui se bat en ce moment pour exister sur l'échiquier politique. Quand on regarde depuis sa naissance, là, quels sont les faits d'âme du PPACI? Le PPACI a participé aux élections locales de 2023. On connaît son poids sur l'échiquier politique. C'est très faible. Donc, il gagnerait plutôt à se rassembler plutôt qu'à occasionner une fracture. Et moi, je pense que ça, il va avoir des répercussions pour la cohésion du parti et même pour l'avancement du parti. D'accord. Victor Junior Djokowi, avec une décision jugée aussi radicale, est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec une émergence de 2 partis, celle radicale et puis également celle qui est pro-élection, ou même assister à des départs? Quand vous parlez de partis qui sera radical et l'autre pro-électoral, vous parlez de qui à la tête de ce parti pro-élection et qui à la tête du parti radical. Quand on ne connaît pas un parti politique et quand on ne connaît pas les hommes qui dirigent ce parti politique, on peut raisonner comme mon jeune frère Sangaré Akouba est en train de raisonner. Je le connais bien. D'abord, il ne connaît pas le PPACI. Je connais bien le Deuxièmement, il ne connaît pas le président Laurent Gbagbo. Et troisièmement, il ne connaît pas Don Melo. Quand vous parlez de connaître les personnes... Je vais vous expliquer. Ne comparez pas les sanctions qu'il y a eu entre les sanctions de radiation et les sanctions de suspension sur les 18 mois, pour d'autres 6 mois, etc. Il ne faut pas comparer ça. Don Melo a été candidat quand le parti a dit qu'il ne partait pas à l'élection présidentielle. Ça, il n'y a pas de problème. Les ambitions internes au parti peuvent amener quelqu'un après une telle décision. Il en a existé au PPACI, il en a existé au RAIDP, il en a existé au PDCI. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème, ça ne pose aucun problème. Là où le bas blesse, c'est quand quelqu'un à l'intérieur d'un parti politique défend une idéologie contraire à ce parti politique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'idéologie contraire à... Bon, donc sors et puis va créer ton parti toi-même. Va créer ton parti toi-même. Première chose. La deuxième, parce que même la façon, le management du parti ne lui sied pas. Il n'est pas d'accord avec la façon de gérer le parti politique. Ça ne marche pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Premier élément. Le deuxième élément qui appelle la radiation, c'est le fait que on a des militants
qui ont fait une erreur de ne pas aller à une élection que le parti a récusée. Et après, mais ils se promènent d'un parti à un autre, je veux dire, pour former bloc, apparemment, contre son parti politique. Je ne citerai pas les autres partis qu'il visite, mais nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire, et il a visité des partis pour former un bloc contre son propre parti. Ça ne marche pas. Mieux, enfin pire, je veux dire, le discours qu'il tient vis-à-vis de son parti politique, vis-à-vis de son leader, ne sont même pas des discours excusables. Mais quand on est responsable de la trempe de Don Melo, quand on est à un niveau intellectuel de la trempe de Don Melo, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pour moi, cette radiation-là va ramener la paix et ça va ramener la cohésion. Prenons le cas, par exemple, de Kwaku, comment il s'appelle? Le maire de Mbato. Bon, il est parti, il était... là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, il a été élu par les militants de PPACI de Mbato. Il les a trahis pour rentrer au RHDP. C'est logique que le parti le sanctionne. Il leur a dit, tu ne peux pas être un militant de RHDP et être un maire PPACI. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc, sa radiation est tellement normale. Pour le jeune, comment il s'appelle? Firmin, etc. C'est son discours qu'il a condamné. C'est Fernand, il est. Fernand, voilà. C'est son discours qu'il a condamné. Vous comprenez? C'est bien compris. La sanction qu'il a eue là, c'est une sanction qui va faire que le parti, le PPACI, va bien se porter. D'accord. Lansine Bakayoko. Je crois que tout ça, c'est du verbiage. Vraiment. C'est du verbiage parce que le fond du problème, c'est que certains militants ont décidé de canoniser Laurent Gbagbo. Wow. Et aujourd'hui, les esprits lucides ne sont pas d'accord. Don Melo est victime de son refus de l'idolâtrie. C'est tout. Il dit, il y a un autre discours autre que ce que Laurent Gbagbo prononce. Voilà tout son problème. Bon, il n'a qu'à créer son parti. Ce qui est gênant, c'est que Laurent Gbagbo a toujours indiqué que lui était un démocrate et que lui était pour la parole plurielle. Aujourd'hui, il est face à l'épreuve de la parole plurielle. Et il prend un bistouri, il découpe tous ceux qui disent autre chose que lui. Maintenant, ce que je vais dire, et moi ce que je regrette, c'est que Laurent Gbagbo vient délégitimer la politique ivoirienne. C'est ça qui est regrettable. La répercussion n'est pas seulement qu'au PPACI qui est aujourd'hui en lambeau, mais il vient délégitimer la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Parce que lui, il dit que Alassane Ouattara a donné sa parole et qu'en fin de compte, il est revenu sur sa parole. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais pourquoi vous confondez tout au RHDP? Non, mais non, mais il ne faut pas qu'il au RHDP, les gens confondent tout. Il ne faut pas confondre tout. On va réagir. Non. S'il vous plaît. D'accord, vas-y. Je crois que cette tentative de tempérer cette erreur politique-là ne peut pas prospérer. Laurent Gbagbo fait exactement dans sa maison ce qu'il veut faire au niveau national. Non. C'est-à-dire qu'il veut marcher sur les tests de son propre parti et faire la même chose au cas où c'est pas extraordinaire. Les Anglais disent if by the remote chance. S'il venait à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas s'il fait quelque chose de différent que ce qu'il fait dans son parti. Donc, nous, c'est ça qui nous gêne. Et donc, aujourd'hui, que ce soit Aïlé Ferdinand et le maire de Mbato qui était déjà parti parce qu'il ne comprenait plus rien à cette politique de la fumée, du brouillard, est parti. Mais aujourd'hui, il est clair que Don Melo, lui, veut que le parti s'émancipe de l'idolâtrie. Parce qu'on me dit que Don Melo a adopté une autre doctrine qui n'est pas celle du PPACI. Mais quel est le discours que Don Melo a tenu qui soit contraire au discours du PPACI? Il dit qu'il est souverainiste. Il dit qu'il est avec l'AES. Le PPACI a produit une motion hier pour s'allier aux putschistes de l'AES. Donc le PPACI automatiquement épouse les coups d'État et donc s'inscrit dans la ligne des coups d'État. C'est clair et net, puisque la motion
de soutien à l'AES, tous les dirigeants de l'AES sont des gens qui sont venus par coup d'État. Et donc, le PPACI est d'accord avec les gens qui font le coup d'État. Oh, Dombello n'est pas d'accord même avec le coup d'État. Et ça, c'est une question de bon sens. Mais là, s'il était mal placé de parler de coup d'État. C'est une question de bon sens. Donc, j'ai dit clairement que Dombello est victime d'une opération d'épuration, d'une purge, parce que tout le monde sait que Dombello a la capacité de prendre en charge le PPACI. Comme Laurent Gbagbo. Écoutez, je termine. C'est de la caricature. Ça, c'est de la caricature. C'est pas de la caricature. Non. C'est des chiffres. Au sein du parti. Non, c'est des chiffres. Je voulais rapidement. Non, j'ai fini. Parce que vous voulez minorer Dombello parce qu'il aurait eu 1,9%. Mais le PPACI... Le PPACI même qui allait aux élections a eu combien? 0 conseil régional, 2 ou 3 maires. Ça veut dire que ça même, Dombello a fait plus de score que le PPACI quand il allait aux élections locales. Parce qu'aujourd'hui, Dombello a eu à peu près 2%. Le PPACI, quand on fait le ratio, n'a même pas 1%. Donc je pense que Dombello n'a pas plus de popularité que le PPACI. Mais le PPACI non plus ne peut pas se gargariser d'avoir une légitimité. C'est une légitimité surfaite. C'est-à-dire qu'il reste quelques irréductibles qui sont aujourd'hui autour de Laurent Gbagbo, qui sont dans l'idolâtrie. Et c'est ce que Dombello, qui est d'une lucidité incroyable, refuse. Ça fait déjà 5 minutes qu'il parle. Je voulais juste rapidement... Non. Ahmed Sibi, ça fait 5 minutes qu'il parle. Non, laisse-moi finir. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Rapidement. Avant vous. Non, on ne peut pas y je voulais revenir un peu sur un fait. J'ai l'impression que quand il y a des indisciplinés dans les autres partis politiques comme le PDCI, le PPACI, et qui sont sanctionnés, mais bon, automatiquement, ils ont des défenseurs au sein du RHDP. On a l'impression que le RHDP soutient des indisciplinés dans les autres partis politiques et refuse qu'il y ait des indisciplinés à son sein. Je prends le cas de Valérie Yapo. Non, c'est la disproportion. C'était radié et c'était 18 mois. C'est ça que nous gêne. Valérie Yapo a été applaudi par... Il faut sanctionner au même niveau. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous condamnons. C'est le même cas de... Nous condamnons le 2 poids, 2 mesures. Au niveau des sanctions, c'est tout. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui est élu maire d'un parti politique, quitte ce parti politique, va dans un autre parti, et puis vous voudrez qu'on le conserve dans quoi tant? L'imagination ne peut pas supporter cela. Écoutons. Je voulais revenir pour dire que tu fais une confusion juridique vraiment en comparant les deux cas. Vraiment, ceux qui le comparent, soit ils font une confusion juridique, soit c'est une mauvaise foi intellectuelle. On ne peut pas comparer le cas du président Ouattara qui fait un 4e mandat à Laurent Gbagbo à la tête d'un parti politique. La République, c'est une institution qui est régie par une constitution. Donc le PPACI, l'anarchie, est régi par des textes qui sont annexés à la Constitution. Oui, mais dans les partis politiques, les textes, les statuts ne limitent pas de mandat. Mais ces textes sont annexés à la Constitution. Regardez les textes des partis politiques. Il n'y a pas de limitation de mandat dans les textes des partis politiques, que ce soit même au RHDP, au PDCI, dans tous les partis politiques en Afrique, il n'y a pas de limitation de mandat. Dans l'institution, la Constitution de la Côte d'Ivoire, il y a des limitations de mandat qui ont été violées. Qui ont été respectées. Non, c'est la Constitution de 1996. C'est la Constitution de 1996 qui est appliquée aujourd'hui. C'est la Constitution de 2016 qui est appliquée. Il n'y a pas de violation de la Constitution. Il n'y a pas de viol de la Constitution. Il n'y a pas de viol de la Constitution. C'est la Constitution de 2016 qui est appliquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas cette Constitution qui régit les partis politiques. On sort du débat. Je voulais calmement réagir au propos du grand frère. Et on termine avec vous. Voilà, rapidement, qui prétend que je ne connais pas le PPACI. Je m'inscris en faux contre ça parce que dans ton analyse, tu n'as pas dit autre chose que ce que j'ai dit. J'ai dit clairement que le problème qu'on reproche à Wade Dombello, c'est d'avoir voulu qu'on sorte, qu'on ait une petite ouverture d'esprit. Il a proposé un rapprochement avec d'autres partis. Est-ce que cela veut dire qu'il travaille contre son propre parti, d'autres partis de la gauche qui sont de la même idéologie? Est-ce que cela veut dire qu'il travaille contre son propre parti? Je n'en suis pas sûr. Le problème, c'est que il a proposé une vision lucide parce que le parti était dans une trajectoire qui n'était pas la bonne. Le parti a choisi une voie en 2025 en sachant pertinemment qu'elle n'avait pas d'issue. Donc lui, il a estimé que
il faut qu'on ait une politique lucide et moi je pense que c'est une analyse très juste. Et dire cela ne veut pas dire forcément qu'il est contre son parti. Donc je m'inscris en faux contre ces allégations. Awa Dombelou, 1, n'a jamais publiquement dit qu'il n'est pas de la gauche. 2, il n'a jamais publiquement attaqué Laurent Gbagbo. Il est contre une certaine trajectoire qui a été prise par le parti à un moment donné. Et ça, en tant que membre d'un parti politique, il est contre la canonisation de Laurent Gbagbo. Et en tant que vice-président de ce parti, il a le droit. Et il a raison. Est-ce que ça ne fait pas ça? Il est pris en otage par le militant. Ces sanctions montrent clairement qu'il y avait une volonté de le liquider politiquement. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est de la J'ai dit un dernier mot. Non, j'ai dit un dernier mot là-dessus. J'ai dit un dernier mot là-dessus. À tout le monde sur le plateau. On va vous permettre de faire seulement 30 secondes. Oui, 30 secondes. Déborder, je le déduis dans votre temps de parole. Oui, ce que je voudrais dire, mon ami Lassine Ouattara est très mal placé de parler de PPACI et coup d'État. Il ne faut pas dire des choses. C'est qu'ils ont soutenu l'AMS. Première chose. La deuxième chose, quand on compare les sanctions de radiation et de suspension, prenons le cas du jeune maire de Lakota, Dali Prince. Dali Prince et Pierre Kipré ont passé tout leur temps à s'excuser après la boue qu'ils ont. Publiquement. C'est normal donc qu'on considère... Non, il n'y a pas de droit, c'est le sentimentalisme. Non, c'est pas dans le sentimentalisme, on n'est plus dans le droit. On considère ce comportement, cette attitude-là, quand on veut sanctionner. Dombelou n'a jamais eu cette attitude, n'a jamais eu. Dombelou devait se mettre à genoux devant le président. Au contraire, il a... Non, restons dans le droit. Il ne peut pas se mettre à genoux. Oui, de clémence, mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, on passe à la... Ça, c'est la divinisation. Le PPACI, s'il vous plaît, tente de gérer ces tensions internes. Le parti au pouvoir, lui, affiche une volonté de consolidation et de réorganisation à l'issue de sa 33e réunion tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La direction du PPACI, du RHDP, a annoncé la mise en place de nouveaux mécanismes de gouvernance interne et plusieurs nominations à des postes stratégiques. David Soyo nous invite à faire avec lui immersion dans ce sujet, juste après lequel on se retrouve. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix officialise ses 4 nouveaux organes statutaires. Inspection générale, conseil de discipline, conseil de l'ordre, conseil des sages et de médiation. Pour assurer la présidence de ces nouveaux organes, le directoire du parti au pouvoir a procédé à la nomination de 4 personnalités. Alain Richard Donvaï est porté à la tête de l'inspection générale. Albert François Micha est le président du conseil de discipline. Le conseil de l'ordre est sous la direction de Sarah Sako Fadiga. Et enfin, le conseil des sages et de médiation, présidé par le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani. Ces nominations s'inscrivent dans une dynamique de réorganisation stratégique du parti en vue de renforcer la discipline, la cohésion interne et le maillage territorial. Cette nouvelle organisation est la résultante des résolutions prises durant le congrès de mai 2025 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Autre point culminant de la 33e réunion du directoire du RHDP, l'annonce de l'enrôlement de 1 294 853 militants sur sa plateforme électronique e-militant, ainsi que 39 secrétariats départementaux à pourvoir. Messieurs, on a assisté à ce compte-rendu de David Soyo concernant cette 33e réunion du RHDP. Le RHDP est-il aujourd'hui le parti le mieux structuré de Côte d'Ivoire ou qu'est-ce que vous en pensez de cette réunion et de ces décisions qui ont été prises par rapport à la restructuration du parti? Jérôme Drey. Écoutez, nous sommes surpris que c'est maintenant que le RHDP se dote de l'organe du conseil de discipline, de l'inspection générale, pour un parti qui se targue d'être le meilleur parti. Et même si c'est cela tombe un peu de la propagande, le meilleur parti de Côte d'Ivoire, on est surpris qu'après combien d'années d'existence, c'est maintenant que ce parti a ses différents organes. Mais cela interroge. Quand on revient un peu au niveau des sanctions, je prends seulement le cas du conseil de discipline. Au niveau des sanctions, on se pose la question sur quelle base ces militants ont été sanctionnés puisqu'il n'y avait pas de conseil de discipline. Est-ce que ces militants qui ont été sanctionnés sont passés devant quel organe pour être entendus avant les sanctions? Parce que dans un parti, le fonctionnement normal d'un parti politique, comme le RHDP, ces personnes qui doivent être sanctionnées, ça a été le cas de Awa Dombelou, que certains soutiennent ici, oui. Il est passé devant le conseil de discipline. Bon, c'est maintenant que le RHDP se dote d'un conseil de discipline. Et sur quelle base
des militants ont-ils été sanctionnés? Est-ce que ces militants aujourd'hui peuvent revendiquer la levée de leurs sanctions, puisque ces organes n'existaient pas? C'est le même cas pour l'inspection générale et pour le Conseil de l'ordre. Bon, je pense que quand on regarde de près, c'est maintenant que le RADP s'organise. Ce n'est pas le parti le mieux organisé. La preuve, c'est maintenant que le RADP s'organise. Et quand on voit ceux qui dirigent les différents organes, là encore, ça interroge, mais je reviendrai dessus. Pour l'instant, je dis que nous sommes surpris que c'est maintenant un parti qui se dit grand. Si c'est tas des grands, c'est maintenant que c'est d'autres de ces organes. Vraiment, ça interroge. Sangaré Yacouba, pourquoi cette accélération de réforme au sein du RHDP? Pourquoi maintenant surtout? Oui, mais il faut savoir que la vie d'un parti politique, comme la vie de toute structure, n'est pas linéaire. Hein. Voilà, elle s'adapte en fonction de l'évolution du temps et des défis auxquels le parti fait face. Et ces nouvelles nominations font suite aux recommandations du congrès qui a eu lieu l'année dernière, notamment le 20 et 21 janvier. Ce congrès a recommandé la mise en place de ces 4 structures-là. Et moi, je pense que ces 4 structures ont été créées pour répondre à des défis. Par exemple, le Conseil des sages de la médiation, c'est un conseil qui a pour défi principal de travailler à renforcer la cohésion au sein du RHDP. Vous n'êtes pas sans ignorer que, comme dans toute organisation politique, le choc d'ambition fait qu'il y a des rivalités internes entre les cadres. Et là, c'est un cadre très structurant qui va permettre de mieux appréhender cela, alors que les cas de ces cas-là étaient réglés au niveau de la personne du parti en envoyant des missions sur le terrain. Ensuite, il y a le conseil de discipline. Ça qui a été mis en place, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un cadre pour appliquer les sanctions de discipline. Contrairement à ce que Jérôme dit, quand vous regardez les tests, les sanctions qui ont été prises sont prévues dans les tests du parti. Donc, ce ne sont pas des choses qui ont été inventées. Mais cette fois-ci, le RHDP formalise ce cas de discipline parce que le parti a fait face depuis quelques années, quand il y a les élections locales, à une série de candidatures indépendantes qui dénotent de l'indiscipline. Donc, je pense que tout parti doit travailler sur cela et ça va être le rôle de ce conseil-là. Ensuite, le conseil de l'ordre, je pense que ça va faire face au défi de la reconnaissance vis-à-vis des militants. Parce que dans la vie d'un parti politique, il y a des gens qui s'engagent. Pas forcément ceux qui sont au sommet. Hein. Il y a des gens qui peuvent être au bas de l'échelle, des militants de base, mais c'est beaucoup d'années de lutte, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices et ils ont besoin de la reconnaissance du parti. Donc je pense que ces structures avec l'inspection du parti qui aura un rôle, je pense, de supervision du fonctionnement des organes, je pense que ces structures-là montrent que le RHDP est un parti qui s'adapte à l'évolution du temps, qui est un parti qui est déjà bien structuré, qui a beaucoup d'organes déjà, le directoire, le congrès, la convention, le bureau politique, le conseil politique, mais qui estime à chaque moment qu'il faut toujours s'améliorer. Et ça, je pense que ça fait partie de la vision d'un parti qui a un objectif très clair, qui sait où il veut aller et qui a vraiment de grandes ambitions. Je pense que tout ça, ça fait partie de l'ordre normal de toute la stratégie, de la vision qui est portée par le président du parti. C'est de doter du RHDP d'un parti très fort qui ne se contente pas seulement d'avoir une assise nationale, mais qui a une architecture bien structurée pour être aussi fort qu'il est sur le terrain. Victor Junior Djokovic, votre avis sur le contenu de cette 33e réunion. Cher petit frère Sylvie, vous comprenez aisément que quand on discute avec nos amis du RHDP, on a beaucoup de RHDP. On a beaucoup Personne n'est RHDP, on est journalistes avant tout. On est des analystes. On est des analystes. Voilà. Bon, maintenant, si peut-être que toi, tu milites dans les instances du PPACI. On est des journalistes. Je n'ai pas de cadre. Je pense que les titres de chacun ont été bien définis. On est des journalistes. On va rester sur ces titres-là. Quand je vais... Bon, d'accord. Quand on discute avec nos amis, vous savez, on a comme l'impression qu'on est dans deux mondes complètement différents. Quand il s'agit du PPACI, on parle de restructuration, où tout est reluisant, où tout est bon. RHDP, quand on parle de RHDP, tout est bon, tout est reluisant. Quand on parle de PPACI, non, on voulait couper la tête des gens, on veut couper la tête des gens, mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais féliciter le RHDP qui se réorganise. Un parti politique... Même si c'est tardif. Même si c'est tardif, un parti politique doit se réinventer chaque instant pour avancer. C'est ce que le PPACI a fait. C'est ce que le RHDP fait. Bon, on peut... Mon ami et frère Jérôme Dri l'a dit, hein, il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur ça. Même les personnes qui sont à la tête de ces organes-là. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a entendu, entre guillemets, le coup de gueule, on peut dire ça comme ça, de notre ami, le ministre d'État Adjumani.
Et c'est juste après ce coup de gueule qu'on a la naissance de ces structures. Même si Sangaré dit que ça avait été programmé depuis le congrès passé, mais la mise en place a tardé. Et donc moi, je me focalise et je me fonde sur le timing. Vous comprenez? Mais au PPACI, du moins au RHDP, c'est la plaie. C'est ce problème de... comment je peux dire ça? De RHDP qui a un noyau qui fonctionne avec un noyau venant du RDR qui redoute ou qui a peur des autres venant d'ailleurs. Et qui fait que le ministre Aguimani a été obligé de dire ce qu'il a dit là. Et c'est ça qui est certainement, et je le suppose, à la base de la naissance de ces structures. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Moi, je suis de Lakota. Je suis de Lakota. À Lakota, le député de Lakota est l'unique cadre, le seul cadre du RHDP. Il a écrasé à côté de lui tous ceux qui sont des cadres venant, des cadres d'IDA, puisque Lakota, c'est d'IDA, mais tous ceux qui sont des cadres d'IDA à côté de lui, il les a écrasés. Il est l'unique, il est le seul, le vrai. Il fait la pluie, le beau temps. Il est au début et à la fin de toutes les décisions. Il est le seul, vous comprenez? Ça, c'est ce que le ministre Aguimani a reproché simplement parce que ceux qui viennent du RDR pensent qu'ils doivent être au devant de tout, on doit tout leur donner, ils doivent avoir tout. Et non, ce n'est pas comme ça qu'un parti politique fonctionne. C'est bien compris. Lansine Bakayoko. Je crois que je partage ce soir le même plateau que Djokoui, mais je voudrais me départir de la délation et du fantasme qu'il est en train de développer. Et je voudrais également me départir des considérations ethniques et religieuses. Ce ne fait pas partie de mon ADN ni de ma culture. Donc dire que quelqu'un a chassé des IDA, je ne suis pas solidaire. Je ne suis pas solidaire. Je ne suis pas solidaire. Je ne suis pas solidaire de ça. Tu pourrais me montrer le cadre d'IDA de Lakota qui est RHDP. Et puis tout à l'heure, quand je disais une petite digression, je ne dis pas que les sanctions ne sont pas bonnes. Je dis simplement qu'il y a eu du 2 poids, 2 mesures. Soit on sanctionne tout le monde de la même façon au PPACI, dont Melo est sanctionné, on peut pas sanctionner tout le monde de la même façon. Ou alors, donc, entendons-nous bien sur ça. Cet équivoque levé, c'est les 2 poids, 2 mesures que je sens. Même le RDP, quand il y a le cas d'indiscipline, il faut sanctionner. Oui, mais c'est pas le niveau de sanctions. Il y a un type de sanctions pour tout le monde. Non, il y a le niveau des sanctions. Ils n'ont pas tous la même sanction. S'il vous plaît, on a dépassé le sujet. Maintenant, là, on est en train de parler. Maintenant, sur la question que vous posez, M. Sylvier, bon, vous savez, le RDP, si vous voulez, il y a des dynamiques qui sont au niveau du RDP. Donc cette évolution, cette nouvelle architecture institutionnelle au niveau du RDP, ça tient compte des évolutions, des dynamiques au sein du parti. Et je pense que c'est des choses qui sont à saluer parce que ça permet au moins de... Quand le parti se régénère, il a plus de vitalité et il a plus d'allant pour aller vers la conquête de nouvelles victoires. Donc pour moi, le RDP fait bien de mettre en place ces nouvelles institutions en interne parce que ça vient quand même régler les problèmes qui peuvent se poser. Et puis, je crois que ça fait partie de la nature même de la vie publique. C'est quand il y a un problème ou bien quand on présuppose qu'il va y avoir un problème, on crée les institutions pour pouvoir gérer ces problèmes. Donc aujourd'hui, il y a des questions d'ordre qui se posent. On les règle avec le comité de médiation, des questions de frustration, il y a des questions de reconnaissance, Sangaré l'a dit. Et surtout, les personnages qui ont été indiqués pour gérer ces institutions-là. Quand je dis institutions propres au RHDP. Ça montre quand même qu'il y a une certaine cohésion au sein du RHDP aujourd'hui. Vous voyez, il y a des personnes, vous voyez les Amicha, c'est des personnes d'une grande tempérance. Le ministre Adjoumani, c'est quelqu'un d'une grande loyauté et il a prouvé à tous les instants, malgré quelques élucubrations de personnes qui veulent créer la division en l'opposant à son parti, au chef de l'État, Adjoumani est resté quand même quelqu'un de très loyal et de quelqu'un de très compétent, notamment au niveau du parti. Et je crois que c'est une récompense que les plus hautes autorités du parti sont en train de lui décerner. Et ça vient aujourd'hui rabattre le caquet à ceux qui voulaient à tout prix présenter comme un irrédentiste au sein du RHDP. Et puis, il y a Sarah Sako qui occupe
le Conseil de l'ordre, oui, elle fait partie des dépositaires, des sanctuaires du RHDP. Donc, je crois que c'est surtout le casting qu'il faut saluer ici. Parce que tous ceux qui ont été nommés ont le profil de l'emploi, ont le profil de la fonction. Et c'est ça, c'est ce coup d'œil qu'il faut saluer aujourd'hui. Et c'est cette capacité du RHDP à se régénérer, à s'arrimer aux nouvelles dynamiques nationales et internationales. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder, contrairement à d'autres partis qui rament à contre-courant, qui sont dans des méthodes de rétrograde et qui ne font pas évoluer la vie politique ivoirienne. Mais je crois que ça, ils devraient l'apprendre à leur dépens. Parce que n'oublions pas que les précédentes élections, le RHDP a remporté, en tout cas au niveau de la présidentielle, 97% des Ivoiriens ont dit oui au chef de l'État. Et puis au niveau des législatives, près de 70% des Ivoiriens ont épousé. Tu retardes le débat, mais tu près de 70%. Non. Près de 70%. Oui, je termine. Ça peut faire mal à l'oreille, mais on a oublié de... Non, ça fait pas mal à l'oreille. C'est de la propagande. Oui. C'est le chiffrisme. C'est de la propagande. Ce sont des faits. Non, c'est de la propagande. Ce sont des faits. La Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de spécialistes en ORL, vous pouvez aller là-bas après. Mais je crois que... C'est de la propagande. Je crois qu'il y a plus de 70% au niveau de la députation. Et je crois que... Parce que si les gens restent dans le déni, ils seront surpris aux prochaines élections. Pendant que l'ADP est en train d'aller se forger, se moderniser, pendant la conquête de l'électorat, les gens sont dans des pratiques qui n'ont pas leur position, qui sont de nature à les maintenir en arrière. Je crois que c'est ça qu'il faut saluer. Merci infiniment. Dernière question pour un dernier tour de table, s'il vous plaît. Deux choses. Dernière question, après vous pourrez réagir. Est-ce que cette 33e réunion et les décisions qui ont été prises sont en vue des prochaines échéances électorales et à la préparation de l'après Alassane Ouattara? Bon, on peut dire ça comme ça, mais je voudrais dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on est surpris que ça soit maintenant. Mais je voudrais dire à Bakayoko, soit deux choses l'une. Soit il suit mal l'actualité au RHDP, soit peut-être il fait un peu preuve de mauvais point intellectuel. Parce qu'il ne peut pas nous dire que Adjoumani mis à la tête du conseil de discipline, c'est une récompense. Adjoumani est celui, aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux qui ont été mis à la tête de ces différents organes, mais c'est ce qu'Adjoumani lui-même a appelé les transfuses transportés au RHDP. J'utilise son thème, hein, quand il parlait, il condamnait un peu l'attitude de ceux qui sont, je dis, propriétaires du RHDP et qui pourfendent ceux qui sont qualifiés comme des transfuges. C'est le ministre Adjoumani même qui le dit. Donc, mais quand vous regardez, que ce soit à la tête du conseil de discipline, il y a le ministre Adjoumani, l'inspecteur général, il y a Alain Donvaï, et vous avez la médiation, et puis bon, il y a le ministre Amicha. Donc Sarah Sako, c'est un transfuge. Quand vous regardez, la plupart, c'est des transfuges qui sont mis à la tête, mais ce n'est pas fait de manière hasard. Adjoumani est celui qui a eu le courage récemment de pouvoir dénoncer certains faits au sein du RHDP. Et quand Bakayoko parle de cohésion, mais il n'y a pas de cohésion. S'il y avait cohésion, Adjoumani n'avait pas fait cette sortie-là pour condamner ceux qui les pourfendent, ceux qui les rejettent au sein de RHDP. Il n'y a pas de cohésion. C'est exactement pour ça. Nous disons, quand nous analysons, quand on regarde de prendre, disons que c'est pour cela qu'ils ont mis Adjoumani à la tête de ce conseil de discipline, parce qu'il semble être lui-même, il commence à être lui-même indiscipliné pour pouvoir amener un peu l'ordre au sein du... Est-ce que ce bateau qui est en train de tanguer augure de l'après Alassane Ouattara qui est en train d'être préparé maintenant? Est-ce que vous partagez cet avis pour ceux qui en parlent? Je dirais plutôt que cette 33e réunion participe du renforcement de la structuration du RHDP, de son enracinement, parce qu'un parti qui est bien structuré est un parti qui est très efficace sur le terrain, qui renforce son implantation sur le terrain. Et moi, je pense que dans la vision du président Alassane Ouattara, c'est de doter de fait du RHDP un parti grand qui va résister sur le long terme, qui va vivre aussi longtemps, comme l'ANC a survécu à Nelson Mandela. Je pense que c'est sa vision. Et je pense que le meilleur héritage aussi qu'il peut laisser à son parti politique, c'est vraiment de doter d'une structuration très forte. Et je pense que tout ça participe de cela. Et ce n'est pas nouveau, ça s'inscrit vraiment dans la dynamique du RHDP. Le RHDP a toujours travaillé, évolué de façon méthodique. Je voudrais vous rappeler que déjà en 2022, ils ont lancé une grande restructuration qui a permis de revoir les organes du parti. Et ces nouveaux organes statutaires qui viennent d'être créés participent de cette dynamique-là de structuration. Et il a dit dans le reportage un détail qui n'est pas du tout anodin. Le RHDP est aujourd'hui le seul parti qui a un fichier
des militants clairs et nets, identifiés de 2 millions, 1 294 550 tu connais le fonctionnement donc, donc bien enregistré, si, bien identifié, je ne crois pas. Ça nous fait sourire. Aujourd'hui, tous les partis sont libres de rendre public le nombre de leurs militants enregistrés. Donc, je pense que tout ça montre que tous les succès que le RHDP a engrangés ne sont pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail méthodique, structuré et organisé. Oui, en 30 secondes. J'ai déjà félicité le RHDP qui se réinvente en créant des structures qui lui permettront de partir en avance. Un parti politique, l'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Et un parti politique se réorganise, se réinvente chaque jour pour conquérir et avoir le pouvoir d'État. Vous comprenez? Et la dynamique dans laquelle se trouve le RHDP rentre dans ce cadre-là. Donc, une fois de plus, félicitations au RHDP. Nous, on est en train de dire que quand nos amis sur le plateau là reconnaissent que le RHDP est en train de fonctionner bien, il faut qu'ils reconnaissent que les autres partis fonctionnent bien parce que justement, les autres partis veulent également, on radie les dons mélos, etc., pour nous permettre d'être mieux organisés pour aller à la conquête. Les autres partis, le conseil de discipline existe, il y a les autres partis. C'est ça. C'est pas une panacée. On peut ne pas avoir un conseil de discipline, mais avoir les tests pour définir un cadre réglementaire. Moi, je conclue pour dire que le RHDP est dans l'ère du temps et est en train de se réorganiser, de se restructurer. Et c'est une épreuve qui est continue. C'est une pratique qui doit être continue en permanence. C'est-à-dire que la perfection n'étant pas dans notre monde, il faut en perpétuel face aux défis actuels et aux défis futurs, se réorganiser pour pouvoir être toujours à la tête. Mais moi, j'ai quand même quelques petites craintes quand même. Et cette crainte, c'est de voir, et ce n'est pas de la faute du RHDP s'il se réorganise de cette manière. Parce que quand je vois en face du RHDP des partis qui sont dans des mondanités ou dans des choses qui les font reculer, je crains qu'on arrive vers un parti trop dominant. Parce que moi, je veux la démocratie, je veux qu'il y ait vraiment une pluralité dans l'opinion. Si tu veux la démocratie, demande au RHDP d'organiser des élections justes, propres et transparentes. Il est clair aujourd'hui. Tu verras la démocratie. Il est clair aujourd'hui que le RHDP... C'est de ça qu'il s'agit. Il est clair aujourd'hui que le RHDP, sa voix porte un peu trop par rapport à une opposition amorphe, sans contenance, une opposition sans contenance. Demande au RHDP d'organiser des élections justes et transparentes. Et tu verras ta... Voilà, et le RHDP n'a qu'à permettre que les autres partis donnent leurs candidats. Aujourd'hui, une opposition la démocratie, ça commence là. Sans réelle substance, une opposition inaudible sans réelle substance, et ça, on peut craindre un peu pour la démocratie ivoirienne. Voilà, qui permettent aux autres partis d'avoir leurs candidats. Demande ça au RHDP. Merci infiniment pour vos interventions de qualité, pour vos analyses de qualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur RTI1. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles du Club de la Presse. Excellente soirée à toutes et à tous sur la chaîne qui rassemble. À dimanche prochain. Dieu voulant.